Libéria, le bureau de la présidente sortante, Ellen Johnson Sirleaf, a déclaré que la décision de l'expulser du parti au pouvoir est illégale. Son exclusion avait été annoncée dimanche par son parti. En Côte d'Ivoire, le procès de Moïse Lida Kouassi, ex-ministre de l'ancien président Laurent Gbagbo, et de 3 de ses co-accusés a débuté ce lundi à Abidjan. Ils sont accusés de complot contre l'autorité de l'État. En Égypte, le neveu de l'ancien président Sadat, devenu une voix dissidente, a annoncé qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle de 2018. Il dénonce un climat non propice pour un scrutin libre. Voilà pour les titres de ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Au Libéria, le bureau de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf a déclaré que la décision de l'expulser du parti au pouvoir est illégale. L'exclusion de l'ex-présidente avait en effet été annoncée dimanche par son parti qui lui reproche de ne pas avoir fait campagne pour son vice-président Joseph Boakai, battu par George Opong Weah au second tour de la présidentielle du 26 décembre. Les détails. À 8 jours de la passation de pouvoir, le comité exécutif du Parti de l'Unité, la formation de l'ancien vice-président Joseph Boakai et de la présidente sortante Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue à la tête d'un État africain, a voté l'exclusion de cette dernière au motif qu'elle n'a pas fait campagne pour son vice-président. Une décision que juge illégale le bureau de la présidente sortante. La présidente reste membre du Parti de l'Unité et après la période de transition, les questions du parti seront traitées comme des questions de parti lorsqu'elle aura réussi sa transition et qu'elle ne sera plus présidente. En ce qui la concerne, ce qui a été annoncé par le parti est illégal. Participant à une réunion sur la migration au Libéria, le président de la Banque africaine de développement, qui a été honoré de la plus haute distinction civile du pays, a déclaré lors de la réunion que la présidente libérienne est un joyau africain. And so we, at the African Development Bank, salute your visionary leadership. Nous sommes la Banque africaine de développement et nous saluons votre leadership visionnaire, votre héritage et vos nombreuses réussites. Nous nous réjouissons également à la perspective d'un partenariat solide et continu avec la nouvelle administration. Je suis convaincu qu'ensemble, nous réaliserons des objectifs de développement encore plus spectaculaires pour le Libéria. Madame la Présidente, vous êtes un joyau de l'Afrique. Madame President, you are a jewel of Africa. Cible de violentes critiques, y compris au sein de son propre parti, Ellen Johnson Sirleaf cédera le pouvoir le 22 janvier prochain au sénateur et légende du foot George Weah. En France, la justice a ordonné en fin de semaine écoulée un non-lieu dans l'enquête sur les accusations de viol en Centrafrique entre 2013 et 2014 portées par des enfants contre des soldats français, faute d'avoir pu établir leur implication. Après 4 ans d'enquête, cette décision était attendue depuis longtemps et elle a un goût amer pour les parties civiles alors que cette affaire avait éclaboussé la force Sangaris déployée en 2013 pour mettre fin au chaos qui régnait alors en Centrafrique. Les détails. En 2015, lorsque le quotidien britannique The Guardian avait révélé l'existence d'une note interne des Nations Unies sur les auditions de 6 enfants âgés de 9 à 13 ans, l'affaire avait fait grand bruit. Ces enfants dénonçaient des viols qui auraient été commis en 2013 et 2014 par des militaires français dans le camp de déplacés de l'aéroport Mpoko de Bangui en échange de rations de nourriture. On apprenait à la même époque que le parquet de Paris avait ouvert une enquête préliminaire, un an plus tôt, restée secrète jusque-là. Du coup, l'ONU et la France avaient été accusés de chercher à étouffer une affaire qui avait terni l'image de la France et de son armée. La justice française vient donc de rendre un non-lieu en justifiant cette décision par l'absence de charges suffisantes pour envoyer les militaires français devant un tribunal. Le parquet avait déjà souligné dans ses réquisitions qu'au bout de l'enquête, il ne pouvait affirmer qu'il y avait eu le moindre viol. Mais il estimait aussi que les incohérences et la variation des témoignages ne permettaient pas d'établir des faits circonstanciés et étayés à l'encontre des militaires.
ce qui pose de nombreuses questions aux yeux des parties civiles qui se disent déçus. L'avocat de l'ONG ECPAT, une ONG qui lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, dénonce la chronique du fiasco annoncé. Ces contradictions seraient pratiquement de la faute des enquêteurs qui ont mis longtemps avant d'aller recueillir leurs témoignages. Ils devraient vraisemblablement interjecter appel dans les 10 jours qui viennent. Mesdames et messieurs, cette édition suit son cours en Côte d'Ivoire. Le procès de Moïse Lida Kwasi, ex-ministre de l'ancien président Laurent Koudou-Gbagbo, et de ses 3 co-accusés a débuté ce lundi à Abidjan. Ils sont accusés de complot contre l'autorité de l'État. Les détails. Les procès en assises se poursuivent en Côte d'Ivoire. Ce lundi, c'était au tour de Lida Kwasi, ex-ministre de la Défense de l'ex-président Laurent Gbagbo, accusé de complot contre l'autorité de l'État, de comparaître devant la cour d'assises d'Abidjan. Selon l'acte d'accusation, dans le courant du mois de février 2012, la direction de la surveillance du territoire recevait une information faisant état de la préparation d'un projet de déstabilisation du régime de l'actuel chef d'État Alassane Ouattara par des officiers de l'armée en exil au Ghana constitués en une plateforme militaire avec l'implication de certains civils et hommes politiques proches de l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo. Et c'est suite à cette information que Lida Kwasi, parti au Togo à la fin de la crise post-électorale de 2010-2011, a été extradé en juin 2012 par Lomé à Abidjan au motif qu'il se livrait à des activités subversives. Détenu depuis octobre 2014, Lida Kwasi comparaît en même temps que 3 militaires, le colonel Paulin Kate Nyatoa, le sergent Serge Pacom Durambrou et Samuel Zadig Baka, un élève officier de la marine. Les 3 ont été arrêtés à Abidjan le 8 mars 2012, jour prévu pour la réalisation de leur projet. En ce qui concerne le sergent Serge Pacom Durambrou et Samuel Zadig Baka, ils ont nié à la barre ce lundi les faits qui leur sont reprochés. Les accusés n'ayant pas tous un avocat pour les défendre, l'audience de ce lundi, qui n'a pas duré plus d'une demi-journée, doit se poursuivre ce mardi avec l'audition des autres accusés. Je l'annonçais en titre, en Égypte, le neveu de l'ancien président Sadat, devenu une voix dissidente, a annoncé lundi qu'il ne sera pas candidat à la présidentielle de mars 2018. Il dénonce un climat non propice pour un scrutin libre. Nous ne rentrerons pas dans une bataille perdue d'avance, a lancé Mohamed Anwar El Sadat, ancien député, lors d'une conférence de presse au siège du Parti de la Réforme et du Développement, une formation qu'il dirige. Dans un communiqué à la presse, le neveu de l'ancien président a par ailleurs pointé du doigt l'absence de garanties claires sur l'intégrité et l'impartialité des institutions de l'État accusées de prendre parti pour le pouvoir. Le mois dernier, Sadat avait accusé les services de sécurité de l'empêcher d'organiser sa conférence de presse dans plusieurs grands hôtels de la capitale qu'il avait sollicité. Exclu du Parlement en février 2017, ce dissident s'est notoirement illustré durant cette législature par ses positions critiques sur les atteintes aux droits de l'homme. Pour rappel, les aspirants à la présidentielle ont jusqu'au 29 janvier pour enregistrer leur candidature auprès de l'autorité nationale des élections. L'actuel président Abdel Fattah al-Sisi, élu en 2014, a récemment déclaré qu'il ne briguerait pas un 3e mandat en 2022, laissant entendre qu'il serait candidat à sa réélection cette année. Selon l'autorité nationale des élections, le premier tour de la présidentielle aura lieu du 26 au 28 mars et un second tour se tiendra, si besoin, du 24 au 26 avril. Il s'agira du 3e scrutin présidentiel depuis la chute de Hosni Moubarak en 2011. On reste en Égypte où le président Abdel Fattah al-Sisi et un certain nombre de ministres se sont rendus à Sadat City et ce lundi, objectif inaugurer de nouveaux projets, y compris une nouvelle usine d'acier, suivant pour plus de précisions le ministre égyptien du Commerce. L'industrie sidérurgique est une industrie stratégique et très importante pour l'Égypte. Nous travaillons sur l'utilisation du surplus de fer et d'acier pour stimuler l'industrie et fabriquer d'autres produits que nous importons maintenant. Le président Sisi va également visiter une usine textile, une des plus grandes usines qui exporte une grande partie
de sa production à l'étranger. Le soutien du président au secteur privé a une signification importante. C'est sa deuxième visite en 2 semaines, un message important pour les secteurs privés et industriels, car l'industrie est le principal catalyseur et a le plus d'influence sur l'économie égyptienne. Et nous travaillons à l'augmenter pour constituer 21% du produit national brut. Actuellement, elle est à 18%. L'armée ougandaise, l'UPDF, est prête à aider la République démocratique du Congo voisine avec l'armée de l'air et l'artillerie, et ce, dans sa lutte contre les ADF, si la demande en est faite. La déclaration a été faite par le porte-parole de l'UPDF Brigade, le brigadier Richard Karimiri. S'il y a un besoin, nous pouvons leur apporter notre soutien. Ce soutien ne signifie pas aller en RDC. Nous avons toujours nos moyens de l'armée de l'air, nous avons nos moyens d'artillerie qui peuvent être utilisés pour soutenir les FARDC en cas de besoin et au cas où ils demanderaient la même chose. Un des éléments suspects qui aurait pu attaquer Beni pourrait bien sûr être l'ADF, qui sont en fuite, qui font face à un peu de musique suite à l'offensive lancée par l'armée congolaise et bien sûr suite aux frappes de l'UPDF. Avant, les estimations étaient entre 700 et 900 membres de l'ADF. Donc, si nous avons éliminé une centaine de personnes, ce nombre reste encore raisonnable autour de 700. Leurs armes, certaines ont été détruites, mais d'autres non. Et ils ont toujours la capacité d'attaquer n'importe quelle unité et d'obtenir plus d'armes de certains de leurs fondateurs ou sympathisants. La menace reste donc toujours réelle. Et pour finir, discutant d'une réforme de l'immigration avec des sénateurs démocrates et républicains invités à la Maison-Blanche, le président américain aurait qualifié de merde les pays africains. Des commentaires choquants et honteux de la part du président des États-Unis, selon des habitants de la ville de Douala. Au Cameroun, il s'exprime ici au micro de Narcisse Oum, notre correspondant sur place. Le président Trump, ce qui lui manque le plus, ce sont les qualités d'un président diplomate. Or, c'est la qualité fondamentale de tout homme d'État, de tout homme qui a son étoffe. Monsieur Trump, il se comporte comme un monsieur tout le monde, comme un homme extrait d'un quartier pour présider aux destinées des États-Unis. C'est un monsieur qui est, on dirait, excusez-moi le terme, mais je dirais qu'il est fou. Parce qu'il ne peut pas être aux États-Unis commencer à traiter tous les Noirs de quoi que ce soit. Bon, mais je pense que tout ce qu'il dit n'engage que lui-même. Il faut dire que c'est malheureux qu'un chef d'État d'un pays aussi puissant que les États-Unis tienne un tel langage. Les propos à lui attribuer sur Twitter sont malheureux, je dirais tout simplement, c'est regrettable. Nous ne sommes pas l'Afrique, ne saurait être un pays de merde, tant il est démontré que c'est dans cette merde, puisqu'il le dit, qu'il puise toutes les richesses, qu'il vienne puiser tout ce qu'il y a de richesse. Je trouve. Oui, c'est pas la première fois que Donald Trump revient sur ses propos. On est déjà habitué à ce type de réaction avec lui. On a seulement un peu peur de savoir qu'est-ce qui sera demain. On est sur la question de l'immigration aujourd'hui, mais demain il y a des problématiques encore plus graves qui pourraient être mises sur la table. Je crois que c'est quand même les États-Unis, c'est une puissance très importante, c'est une plaque tournante du monde. Ça ne mérite pas que de tels sujets aussi sensibles soient pris à la légère, surtout du président américain. Voilà, c'est sur ces propos de citoyens camerounais que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur Sika.